Merci énormément Christophe pour l'invitation et d'être là à tout le monde. Donc le livre, ça se passe entre le cible chronologique, c'est 62, donc l'indépendance algérienne, jusqu'à moi, c'est 1979. Donc le livre finit avec la révolution iranienne. Donc l'objet, c'est soi-disant l'homme arabe dans le débat français. Vous comprendrez très vite que les Iraniens ne sont pas arabes. Et ça pose la question de pourquoi parler de l'homme arabe. Donc, en tant qu'historien, j'étais très marqué par l'omniprésence du terme arabe dans les discussions que j'ai regardées, qui étaient fixées sur mes recherches, étaient sur à la fois des discussions sur la sexualité, dans un contexte de soi-disant révolution sexuelle, et aussi des questions de l'immigration, surtout l'immigration maghrébine, mais l'immigration tout court. Et c'est ce qui sortait constamment, c'est ce terme arabe. Donc dans le livre, j'ai beaucoup parlé d'une double face, de double visage de cette discussion, et je ne vais pas en parler d'un de ces visages, c'est-à-dire une certaine obsession, une fétichisation de la gauche, d'une certaine gauche qui se fixait sur l'homme révolutionnaire, l'héritage révolutionnaire de l'Algérie, de la guerre, de la révolution algérienne, les possibilités vues comme révolutionnaires d'une classe, d'un prolétaire immigré massivement algérienne, qui voit donc dans une révolution arabe un modèle de faire autre chose, de changer le monde, d'avoir une révolution. Et je crois qu'on peut pas, donc le livre, au moins l'argument, c'est qu'on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi dans ce moment, fin des années 60, des années 70, il y avait une telle présence de cette figure de l'homme arabe, sans parler trop de la gauche, sans vraiment prendre en compte une fétichisation qui se voulait positive, qui fêtait, qui voyait dans l'homme arabe quelqu'un qui pourrait changer le monde, qui pourrait donner comme mode, qui pourrait proposer des modèles. Donc chez les féministes, chez les révolutionnaires homosexuels, chez des gens de gauche extrême, qui cherchent les tiers-mondistes, soi-disant, mais qui inspiraient d'autres débats. Donc là aussi, il y a une présence du terme arabe comme quelque chose de, là en l'occurrence, de positif. La révolution arabe, c'était pas simplement la révolution algérienne, c'est la révolution palestinienne, avec d'autres discussions en cours, d'autres luttes en cours. Et c'était l'inspiration pour pas mal de gens et était une référence très présente, comme j'ai dit, chez les féministes, à la fin des années 70, chez le mouvement de libération gay, dans les années 70, pardon. Donc voilà, mais je vais pas trop en parler de ça. Mais là aussi, c'est ce qu'on voit avec la présence du terme arabe à l'extrême droite et plus largement à une frange plus large de la discussion française. C'est en partie une façon de voiler la référence qui est constamment à l'Algérie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez marquant. Il y a plein de moments dans les discussions que j'explore où on parle d'autres choses. On parle des Antillais, on parle de quelqu'un qui vient de l'Égypte. Mais c'est l'Algérie qui revient. Donc le terme arabe est quelque chose qui est très présent et c'est ce qui est la face cachée de ça, c'est ce qui est très peu présent, c'est l'islam. On parle très très peu de l'islam, du musulman. C'était très présent pendant la révolution algérienne, pendant la soi-disant guerre d'Algérie, mais très vite ça devient même à l'extrême droite, donc je vais y revenir, assez peu fréquent. Et c'est la raison que mon livre finisse en 79, c'est un peu le retour de l'islam. Et le retour de l'islam, c'est un autre élément de cette idée qui a une spécificité de ce débat, ce moment des années 60 et 70 dans cette discussion française. C'est la marginalisation de la figure féminine, de la femme, des filles, des voiles, du sérail, mais aussi d'un autre côté d'une discussion sur les hommes ou sur les garçons, qui est l'efféminement. L'homme arabe, qui est discuté constamment à ce moment dans les débats français, dans les discussions françaises en français que j'ai regardées, et a tendance plutôt d'être hyper viril, trop viril. Donc animal, dans cette masculinité qui est quelque chose qui déborde des normes. Donc c'est ça une des spécificités, c'est les spécificités qui donnent une cohérence et une particularité à cette discussion qui suivent l'indépendance algérienne et qui pour moi prend fin à la fin des années 70, avec et en fait une fin qui est cristallisée par la révolution iranienne, c'est que c'est fixé sur les hommes, c'est ce qui est atypique dans la longue histoire de l'orientalisme, comme on dit,
de l'orientalisme sexuel, qui est une partie de cette discussion soi-disant orientaliste qui nous a introduit Edward Said et d'autres. On a tendance plutôt à parler des femmes, plutôt d'être fixé sur la féminité. Là, c'est vraiment les hommes. Et comme j'ai dit, on a tendance historiquement, et même aujourd'hui encore, de parler à la fois de trop viril et de trop efféminé. Les faibles, le garçon arabe. Et là aussi, c'est très peu présent. Donc, une sous-représentation un peu frappante, qu'on attend d'autres choses, de l'islam. Très peu de discussions des musulmans. Beaucoup de discussions des arabes. Et des discussions des arabes qui sont à la fois très masculines, une partie de la masculinité, et j'y reviendrai, trop viril plutôt que aussi faible ou trop efféminé. Et constamment en référence aux questions algériennes. Donc c'est pas très surprenant que ça soit la question algérienne, mais je vais y revenir. Je voulais juste aussi dire que bien évidemment je suis états-unien. J'arrive à ces questions avec des questions américaines et ça devient malheureusement de plus en plus clair qu'on en a besoin aux États-Unis d'y réfléchir. Donc la France, pendant longtemps, faisait modèle de ce qui allait mal, depuis les années 1884 au moins, avec l'extrême droite si présente, avec une fixation sur l'immigration, une obsession sur l'islam, une dénigration constante des gens qui habitent ici ou qui sont ailleurs, notamment des Maghrébins, mais des gens qui venaient d'ailleurs. Là, ça devient une tendance qui est nettement plus large. Les États-Unis, il fait modèle, c'était quand même un discours adapté un peu, mais adopté aussi directement par Donald Trump, qui a hyper bien marché. Donc, dans cette discussion sur la démocratie, une des choses, les questions à se poser pour ceux qui sont comme moi d'ailleurs, c'est cette longue histoire de confrontation française avec une extrême droite forte et surtout une lepénisation de l'esprit, comme nous a introduit l'idée avec Sylvie Tissot, Pierre Thévenion, ça fait un moment déjà. Comment ça a envahi d'autres pays, le mien a eu beaucoup de réussite. Donc c'est quand même de l'extérieur aussi un peu rassurant, en dépit des attaques constantes de l'extrême droite et maintenant comme de Hollande, de Macron et d'autres leaders politiques français, que des choses résistent. Donc ça c'est intéressant, mais je crois qu'encore une fois, c'est quelque chose qui a des implications plus larges. Donc pour revenir à 62, je vais essayer d'un peu explorer pourquoi l'extrême droite développe cette fixation, et je vais dire développer, théoriser, essayer d'implémenter, de faire, de propager une certaine vision fixée sur les Algériens, les Arabes, et en particulier l'homme arabe, soi-disant, dans les années 60, avec assez peu d'écoute, pour essayer un peu explorer comment ça devient quelque chose qui est plus répandu dans les années 70. Avec l'idée, comme j'ai dit, que c'est un moment où c'est pas aussi important, c'est-à-dire c'est pas... c'est après 79 que le Front National a ses grandes réussites électorales. Ça tarde un peu. Mais il y a une réussite à faire partager ou au moins discuter de ces propositions, du rapport de la France, des Français, aux soi-disant Arabes. Et leur présence, et ce qui proposait l'extrême droite, c'est une certaine extrême droite aussi, comme menace. Donc la révolution algérienne pour l'extrême droite était une tragédie. Surtout l'indépendance. Il faut se rappeler que l'extrême droite massivement s'est mis derrière la défense de l'Algérie française. Une défense de l'Algérie française qui était très largement partagée dans la population française, même si sans enthousiasme, qui était présumée par plein d'autres personnes, mais quand même, à la fin de la guerre d'Algérie, donc on parle des années 60, 61, 62, juste avant l'indépendance, toute l'extrême droite française, et pas seulement derrière l'Algérie française, mais adopte des arguments qui expliquent pourquoi c'est la France, c'est-à-dire des affirmations très très fortes que tous les Algériens sont français, les musulmans sont français, les juifs sont français, et des arguments qui disent la République française ne peut pas faire autrement. Les principes et les valeurs même de la République sont impliqués dans la défense de l'Algérie française. Que ça fait partie juridiquement, l'histoire française, l'histoire républicaine exige que ça reste et que ça fait partie. On ne peut pas aliéner une partie du territoire français.
la définition de qui est français est juridique. Les citoyens, ils sont tous des citoyens, et c'est vrai, juridiquement, tous les Algériens, musulmans soi-disant et autres, musulmans vrais ou musulmans juridiquement, parce qu'il y a une catégorie juridique musulmans, sont des citoyens français. Donc, ils perdent cette bataille. Ils perdent. Et ils perdent, ça veut dire ce que je veux vous rappeler, c'est l'Algérie française disparaisse et l'extrême droite s'est mise dans une position d'avoir adopté pleinement des arguments très républicains, très légalistes. Donc c'est pas le pays réel, c'est le pays légal qu'ils insistent à exister en Algérie, et explicitement antiracistes, explicitement pro-musulmans, en disant les musulmans sont pleinement français. Donc c'est un choc pour eux. Un choc à la fois dans leurs argumentations, ils ont adopté pleinement selon eux, et en fait, il y a plein de raisons d'identifier avec des certaines vraisemblances entre ce qu'ils disent et les arguments républicains de base, et ça ne marche pas. Donc d'une partie, c'est une trahison pour une bonne partie de ces gens qui viennent des traditions réactionnaires qui rejettent la République, ou qui sont en doute, de dire voilà, on a tout fait pour être républicain, ça n'a pas marché. Mais plus largement, c'est un scandale. C'est une honte. Comment est-ce que la France a perdu aux Algériens? C'est impensable, selon eux. Et ce choc est quelque chose qu'ils doivent gérer, ou qu'ils essaient de gérer. C'est aussi vrai pour la gauche, je vais noter. Bien évidemment, il y a l'émergence d'un tiers-mondisme qui s'inspire de cette lutte, qui s'inspire de cette grande victoire contre l'impérialisme, contre la France, éventuellement pour certains contre le capitalisme, contre la violence extrême, etc. Donc c'est un choc pour beaucoup de monde. Mais pour l'extrême droite, comment comprendre ça? Donc très très vite, il y a à la fois ce qu'on pourrait appeler, ce que Christophe vous a rappelé, qui s'appelle la nostalgie, c'est-à-dire un retour constant sur comment la France a été trahie. Donc ça, c'est un des grands thèmes qui va émerger à l'extrême droite, et ce n'est pas une surprise pour l'extrême droite, c'est la décadence française. Il y a quelque chose qui va mal en France, et ce mal qui travaille la France, est une crise de la masculinité. Il y a quelque chose les hommes français ont perdu une bataille. Qui a les couilles? Ce n'est pas les Français, c'était les Algériens. C'est eux qui ont battu les Français. Donc on peut les traiter, et l'extrême droite le fait constamment, comme des sauvages. Il y a la récurrence de ces thématiques, de l'éventrement, d'égorgement, d'attaques contre le sexe, des attaques de castrer des hommes, etc. Donc ça va être constant. Mais aussi, de l'autre côté de ça, c'est une attaque, un ciblage de qu'est-ce qui se passe en France. Comment la France a pu perdre s'il y a quelque chose qui va très mal en France. Donc ça, c'est une nostalgie qui va revenir sur des trahisons, qui va fixer sur la figure de De Gaulle en particulier, avec des descriptions qui vous rappelleraient avec des dessins sur Louis-Philippe, tu vois, en forme de poire, avec des grands reins, avec un mec qui manque de masculinité, mais aussi un ciblage des Français. Comment ils ont fait ça? Donc, il faut dire que ce n'était pas fait pour convaincre la vaste majorité des Français de leur écouter. D'attaquer des Français et dire aux Français que vous manquez les couilles, qu'il y a quelque chose qui va mal chez vous, ce n'était pas nécessairement fait pour être super populaire. Et c'était un moment de non-popularité de l'extrême droite le plus marqué. Je ne sais pas de l'histoire depuis l'émergence de l'extrême droite, depuis la fin du 19e siècle, mais certainement dans la deuxième moitié du 20e siècle, c'est-à-dire nettement plus qu'après Vichy. Après Vichy, il y a quand même eu des élections à Paris, par exemple, qui ont porté, pas au pouvoir, mais au conseil municipal, des gens de l'extrême droite associés à Vichy. Après 62, presque tout homme politique. Donc la figure qui vient en tête, c'est Gilles de Robian, qui après a retrouvé une place à Amiens et ailleurs. Mais tout le monde qui était associé avec la défense de l'extrême droite, ou surtout la défense de l'Algérie française, était mis à l'écart. L'extrême droite était tout petit et n'avait presque aucun allié. Et notamment, ils avaient très peu d'alliés à droite. Donc les gaullistes, le reste de la droite. Donc, un développement
à la fois d'un vecteur classique d'une pensée d'extrême droite, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va mal en France. Et c'est comme ça que la France a subi des attaques, la réussite des Arabes, des Algériens, qui ont pu vaincre. Mais ce qui émerge plus clairement et plus intrigant, parce que c'est ça qui va prendre racine, c'est un argument qu'il faut, et ça c'est développé et théorisé par un groupe de théoriciens qui vont s'appeler plus tard, mais qu'on va appeler la nouvelle droite, des gens comme Jean Mabir, Dominique Venner et Alain de Benoît, sont les figures les plus connues, qui vont théoriser explicitement, il faut que l'extrême droite arrête de parler du passé, et surtout du passé algérien. Il faut parler à la place d'une invasion arabe, d'une invasion algérienne. Donc c'est un terme, c'est un cri de guerre qui est explicitement mis en avant dans Europe Action. C'est un petit journal avec une petite revue associée avec ces gens qui vont Occident aussi, mais surtout ce qui va devenir la nouvelle droite, et qui va théoriser l'invasion arabe. Et l'idée, c'est clair, arrêtons de parler de l'Algérie française, parlons de la menace d'une France algérienne qui est prise d'assaut par les Algériens. Donc une double théorisation, à la fois, la France est en train d'être envahie par les Algériens. Avant, la Méditerranée, c'était une frontière claire où la France contrôlait qui pourrait venir et contrôlait les Algériens, pas les gouverner. Maintenant, ils viennent, ils sont libres de venir à cause de la lâcheté de Gaulle et des accords d'Évian qui ont aboli tout contrôle sur les Algériens, pas seulement le contrôle des Français là-bas, mais leur arrivée ici, et l'autre version de cet argument théorisé de cette petite minorité, la nouvelle droite, c'est pas encore la nouvelle droite, mais on va les appeler la nouvelle droite, qui est la menace est sexuelle. C'est une invasion dans le sens du terme, ils viennent chez nous, ils veulent envahir nos corps, notre espace, il veut prendre les femmes, il veut toucher les hommes, il veut tout bousculer. Donc leurs armes, c'est sexuel. Parce que c'est difficile d'expliquer ou de comprendre légitimement comment des gens, des pauvres émigrés, vont pouvoir envahir et conquérir un pays. Mais si vous mettez ça en termes de sexualité, donc là à la fois ça prend corps sur toute une histoire de stéréotypes, de présuppositions sur les Arabes, la sexualité débridée, etc., qui manque le contrôle chrétien, qui manque le contrôle d'une civilisation européenne. Mais c'est explicitement mis en avant. Et donc ça, c'est très intriguant. C'est tout un travail dans les années 60 qui, encore une fois, a très peu d'écho. Il y a une campagne électorale pour le présidentiel de Tixier-Vinancourt qui gagne presque rien. C'est pas Zemmour, il arrive jusqu'à 5%. C'est pas 7%, mais c'est ce socle qu'ils attendaient. Donc là, le précédent est assez clair, ou le parallèle est très clair. Ils attendaient énormément. Ils étaient sûrs que tous les Français allaient profiter de cette élection de 65, la première élection à le suffrage universel pour la présidence de la République française, pour éjecter De Gaulle, pour réhabiliter une France virile, une France qui reprend son honneur. Ça ne marche pas. Mais le thème qui est avancé, le thème de campagne de Tixier-Vinancourt, c'est contre l'invasion arabe de la France. Et ça ne marche pas. Mais il continue de travailler. Donc il y a un combat à l'extrême droite. L'extrême droite est tout petit, mais il y a deux visions, tous les deux fixées sur l'Algérie et les Algériens. Un, c'est la France a été humiliée, les Français se sont montrés incapables d'être des vrais hommes, et les Algériens leur ont battu. Le deuxième, c'est la France est en train d'être envahie par les Arabes, soi-disant les Algériens surtout, et cette invasion est avancée par des armes sexuelles. Ils sont en train de nous attaquer, de violer, de draguer, de propager l'immoralité. Et tout ça, ça va prendre une forme devenir très très claire avec mai 68. Mai 68, c'est quelque chose que l'extrême droite attend. Donc l'extrême droite française est fixée sur mai 68 dans les mois juste avant mai 68, surtout parce que c'est l'anniversaire, pour eux, le 10e anniversaire de mai 58. Mai 58, c'est donc le début, la naissance de la Sacrée République. Donc ils attendent ça.
Donc, c'est pas ce qu'ils attendent, c'est pas ce qui arrive, ce qui arrive n'est pas exactement ce qu'ils attendent, mais ce qu'ils attendaient aussi, c'est qu'il y a une révolte des Français contre la Ve République, contre De Gaulle, contre ce régime. Et donc là, c'est sûr que ça arrive. Donc, ils sont préparés que quelque chose va arriver. Ce qui arrive leur semble quelque chose qui est en parallèle un peu avec ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire une révolte massive des gens. Donc ils sont à la fois un peu très excités, très intrigués. Donc il y a des vidéos super intrigantes, des gens, des anciens rapatriés, des figures de l'extrême droite. Dès le début, 7, 8, 12, 11, 12 de mai, ils sont ah ouais, enfin les étudiants ont compris, c'est ce qui se passe. Très vite, par contre, ils prennent une autre dimension de leur analyse. Ils disent, en fait, ça, c'est en train d'être propagé par les Arabes. Donc, les Arabes sont en train de produire une perversion du peuple français, et c'est visible, et cette perversion a pris forme dans les rues de Paris, et ça se voit. Ce sont à la fois des femmes qui sont massivement dans les rues, ce qui est aberrant. Ça prouve que ce n'est pas une vraie révolution, parce que les femmes sont incapables de faire quelque chose comme ça. Et des hommes efféminés, qui se laissent faire, qui se laissent guider par des femmes, et qui sont incapables d'avoir une vraie révolution. C'est clairement montré parce qu'ils sont incapables d'utiliser la violence. L'OS, c'était la violence. Oh non. Donc, c'est à ce moment-là que l'extrême droite va adopter pleinement l'idée que c'est l'invasion arabe qui est le vrai problème. Il peut mettre de côté l'idée d'une Algérie trahie, d'une décadence de la France, et ils peuvent montrer que l'ennemi n'est pas le gaullisme, c'est pas les gaullistes, ils vont ça mettre de côté. En fait, ce sont les gauchistes qui se sont alliés avec les Arabes. Et donc, je ne vais pas revenir sur comment ils le font dans leur propagande de ce moment, mais c'est très très impressionnant parce que ça leur permet d'échapper aux pièges dans lesquels ils se sont enfermés. Leur fixation anti-gaulliste, leur fixation sur comment la droite française avait trahi la France, était trop troublante pour avoir des alliés à droite. Donc là, et c'est très clair avec le 30 mai, les grandes retrouvailles de la droite sur les Champs-Élysées pour rejeter mai 68, et après la décision de Pompidou, et de l'élection de Pompidou, des élections législatives qui va amener au pouvoir Pompidou, de décision de De Gaulle de pardonner les anciens généraux qui ont mené le coup d'État, les efforts de coup d'État en 61, etc., etc. Donc des retrouvailles entre l'extrême droite et la droite, pas au niveau institutionnel ou électoral, mais un début de possibilité d'échanger sur les idées. Et donc c'est là où toute la thématique qui a été travaillée par l'extrême droite pendant les années 60, d'une invasion arabe de la France, avec comme arme des déviances sexuelles qui risquent de contaminer les Français, va pouvoir exploser, ou pas exploser, au moins se propager dans des grandes discussions, dans des grands médias. Tout ça, je te rappelle, c'est un effort explicitement théorisé par ces gens qui vont devenir la nouvelle droite, en partie pour effacer l'histoire. Il ne faut plus en parler des victimes algériennes, les victimes colonisées de la France à l'extérieur. Il faut mettre en avant la victimisation des Français par ces envahisseurs arabes, algériens, etc. Et donc ça va se développer pendant toutes les années 70. Le versant le plus évident, c'est bien évidemment la discussion sur la violence sexuelle. Et les questions de viol, d'harcèlement et de violence sexuelle qui vont cibler les soi-disant hommes arabes pendant toutes les années 70. Et c'est très marquant. Il y a par exemple des études, une thèse qui s'est faite en 81 sur les grands journaux provinciaux en 76. Et ce qui montre, c'est Pierre Séguret, c'est un sociologue, qu'en général, selon lui, c'est un travail sur la criminalité dans la presse régionale française, que massivement il y a une surreprésentation des criminels dits immigrés, massivement maghrébins. C'est-à-dire, c'est significatif. Donc, soit si on regarde la population française ou la population des prisons, il y a une surreprésentation, sauf dans une catégorie de la criminalité sexuelle, les crimes sexuels, où c'est massivement 3 fois plus que n'importe quelle autre indication de la population des prisons.
Donc, lui, il analyse, c'est pas la peine de... Lui, son analyse, c'est en général, il y a un anti-racisme qui se montre chez les journalistes, mais dans le domaine des crimes sexuels, rien ne peut s'arrêter. Donc, il faut constamment... Donc, il y a une constante évocation des crimes sexuels avec comme auteurs les Arabes, les Maghrébins, surtout les Algériens. Dans les archives de la police, on voit très clairement que c'est pas seulement une exagération, mais que c'est faux. Donc, en général, je travaille sur les représentations de comment les Français discutent ces questions. Mais quand on regarde les archives de la police, c'est très, très clair. Parce qu'ils font les enquêtes tous les ans. Leurs gens leur demandent pourquoi vous ne faites pas des campagnes contre ces Arabes qui nous attaquent constamment, qui violent nos femmes, qui harcèlent nos hommes et nos garçons. Ils font des enquêtes internes, ils disent c'est faux. Statistiquement, ce n'est pas le cas. Donc, mais ça ne prennent pas corps. Donc, dans tout ce moment des années 70 encore, là, ça devient de plus... Donc, on a des films. Donc, Dupont-la-Joie, c'est peut-être le plus connu, mais d'autres discussions aussi, où ça devient quelque chose qui trouble les débats. Notamment le débat sur le viol. Au début des années 70, l'idée que les hommes arabes, et c'est une idée vraie, que les hommes dits arabes sont ciblés des accusations injustes de viol, de violence sexuelle, est pris comme campagne par une bonne partie de la nouvelle gauche, de l'extrême gauche, pour lutter contre le racisme. C'est ce qui, en fait, est très juste d'une façon, mais qui empêche et qui rend très difficile la lutte contre des violences sexuelles actuelles. Donc des féministes, certaines féministes, quand elles essaient de faire monter, de faire discuter de la violence sexuelle comme un problème ou du viol, ça devient impossible. Donc pour moi, une des choses que j'essaie d'explorer, c'est comment le viol comme métaphore pour comprendre comment le racisme anti-arabe fonctionne en France dans les années 70 est si important et en partie si nécessaire pour discuter, pour analyser ce qui se passait en France à ce moment, que ça bloque, ça empêche une discussion de comment la violence sexuelle comme réalité est un problème et pourrait être combattue. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, quand je parle de 79 comme une fin d'une période, une des choses importantes, là je vais finir, c'est que la gauche, une certaine gauche, mais une gauche importante, influentielle, très présente, comme par exemple en Libération, le journal Libé, et ailleurs, des années 60, très important dans la fondation du PS à ce moment, aussi dans des franges plus diverses de l'extrême gauche, qui a fixé avec une idée qui se veut positive et révolutionnaire, de l'homme arabe comme un homme révolutionnaire, comme quelqu'un qui pourrait montrer l'exemple à la France, comment ça devient, cette fétichisation, cette stéréotype qui se veut positif, ne peut pas tenir. D'abord, ça réduit des gens à quelque chose qui est faux. Et ça, c'est quelque chose juste pour... c'est un peu évident, mais une des choses qui est très importante dans cette discussion, la façon que les discussions françaises dans ce moment discutent de l'homme arabe dans les questions sexuelles, c'est qu'il n'y a jamais de la normalité. Il n'y a jamais de la multiplicité. C'est toujours des extrêmes. Soit c'est des révolutionnaires, soit c'est des violeurs, des hommes violents. Soit c'est des éphèbes, soit c'est des hommes hypersexuels. Donc c'est déni de la possibilité que des gens peuvent être massivement différents, divers, des individus. Mais voilà. Donc dans ce moment, dans cette partie dont je n'ai pas trop parlé de la gauche, ça devient intenable. Donc les féministes vont vont arriver à abandonner le rôle important qu'elles donnaient jusque-là à l'héritage antiraciste, notamment à l'héritage de la lutte anticoloniale et des suites du racisme colonial en France, et vont simplement le mettre de côté. Donc c'est une des choses où on peut comprendre des débats actuels sur la place, le rôle, le rapport des féministes aux questions du garçon arabe, soi-disant, à l'homme d'immigré, à l'islam. À la fin des années 70, une cassure entre le mouvement féministe qui était au début très très fixé en bonne partie sur l'héritage colonial et sur les hommes algériens comme un modèle à suivre pour les féministes, pour lutter contre la domination française, l'existence d'un système français actuel. La même chose chez les homosexuels,
On a parlé, Christophe brièvement a parlé de quelqu'un comme Renaud Camus, son deuxième roman qui a une énorme popularité, un énorme écho à ce moment. Trix est là-dedans. Donc c'est quelque chose qui ne tient pas. Donc à la fin des années 70, avec le retour de l'islam comme fixation, avec la révolution iranienne aussi, le retour de la femme voilée plutôt que l'homme arabe, comme la question qui va fixer, ou la figure qui va fixer les débats français, on voit quelque chose prend fin. Mais prend fin avec une densité, un répertoire d'arguments de l'invasion arabe, de la violence des hommes arabes, soi-disant, des hommes immigrés, qui a été travaillé par l'extrême droite, qui devient de plus en plus dispersé dans les discussions françaises dans les années 70, et qui va donner un socle pour les arguments qui continuent jusqu'à nos jours. Parce que ces gens, c'est Patrick Buisson, c'est Éric Zemmour, c'est Renaud Camus, eux, ils ont un ancrage dans ce moment. Il y a des suites directes, des reproductions directes des arguments, et c'est le problème plus large de la démocratie, les problèmes plus larges du capitalisme, des crises économiques, de l'abandon de l'État providentiel, selon moi, etc., qui donnent la possibilité que ces thématiques retravaillées qui ont essaimé l'espace français pendant très longtemps ont enfin pris racine dans une façon durable, mais quand même un peu différente. Voilà. On peut l'applaudir.